Le jour où la marée spirituelle en Espagne a commencé à tourner et pourquoi personne ne l'a remarqué, permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille à Cordoue en novembre dernier, le 17 novembre pour être exact. La Mesquita cathédrale, cet hybride époustouflant d'arcs islamiques et d'hôtels chrétiens, fermait ses portes aux touristes lorsque quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un groupe d'étudiants de l'université SICH, dont aucun musulman, s'est approché de l'imam après la prière du soir. Ils n'étaient pas là pour se convertir. Ils n'étaient même pas là par solidarité politique. Ils avaient des questions. Ni sur le terrorisme, ni sur l'immigration, ni sur les sujets de discussion habituels qui dominent le discours occidental sur l'islam. Ils voulaient en savoir plus sur le dhikr. À propos de la poésie soufie. À propos des débats métaphysiques entre Ibn Arabi et Thomas d'Aquin, débats qui avaient autrefois façonné les fondements intellectuels de l'Europe elle-même. L'imam, un érudit d'origine marocaine qui vivait en Espagne depuis 20 ans, m'a dit plus tard, lors d'une conversation officieuse, qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Ni à Madrid, ni à Barcelone, ni même dans les régions les plus cosmopolites d'Andalousie. Il s'agissait de jeunes siars, élevés dans un pays où l'ombre de l'Inquisition persiste encore dans la mémoire collective, où la Reconquista est enseignée comme un triomphe de la civilisation chrétienne, où l'idée même de l'islam est souvent réduite soit à une menace sécuritaire, soit à une curiosité culturelle. Et pourtant, ils étaient là, à la recherche non seulement de connaissances, mais aussi de sens dans une tradition que leurs ancêtres avaient passé des siècles à effacer. À première vue, cela peut ressembler à une note de bas de page. Une bizarrerie culturelle. Quelques étudiants curieux dans un pays où la fréquentation des églises est en chute libre et où les spiritualités alternatives de la pleine conscience au néopaganisme sont en plein essor. Mais voici comment j'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique, des Balkans au Sahel, de la montée de l'islam politique dans les années 1980 à la manière dont les puissances occidentales utilisent la foi dans leur politique étrangère. Et ce que je vois en Espagne en ce moment n'est pas seulement une mode spirituelle. Ce sont les premiers tremblements de quelque chose de bien plus important, une réorientation discrète et organique de la relation d'une nation avec l'islam, une réorientation qui pourrait remodeler la politique intérieure de l'Espagne, sa position en Europe et même son rôle dans l'équilibre des pouvoirs méditerranéens plus larges. Bien entendu, le discours dominant ne vous le dira pas. Si vous avez suivi les médias SICH, vous avez probablement assisté, comme d'habitude, à la montée en puissance de Vox, le parti d'extrême droite qui met en garde contre une invasion islamique, une réflexion occasionnelle sur l'immigration marocaine, les inquiétudes prévisibles concernant les mosquées de Ceuta et Melilla. Le gouvernement SICH, pour sa part, a pris soin de présenter l'islam comme une question de migration et non comme une question culturelle. En 2022, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport indiquant que l'Espagne comptait 2,2 millions de résidents musulmans, soit environ 4,7% de la population, la grande majorité étant des immigrés marocains ou leurs descendants. Le ton était clinique, presque détaché. L'Espagne n'est pas un pays de tradition islamique, note le rapport, mais c'est un pays avec une présence musulmane croissante. Les médias ont largement repris ce cadrage. LP a réalisé une série sur « L'islam dans l'intégration ou les sociétés parallèles ?» ABC a publié une enquête sur « La radicalisation des jeunes musulmans en Catalogne ». Même les médias les plus progressistes sont restés fidèles à l'idée selon laquelle l'islam est un élément étranger, un défi démographique, une question de sécurité. Le sous-texte est toujours le « ceci n'est pas nous ». C'est quelque chose qui nous arrive. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas seulement incomplet, c'est activement trompeur. Parce que ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas seulement une question d'immigration. Il ne s'agit même pas principalement d'immigration. Il s'agit bien plus d'une reconnexion culturelle avec l'islam, qui n'est pas menée par les travailleurs marocains ou les réfugiés syriens, mais par les siars eux-mêmes. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas les changements tectoniques à venir. Les données ne soutiennent pas l'histoire officielle, commençons par les chiffres, car ils racontent une histoire très différente de celle que le gouvernement SICH veut vous faire croire. Premièrement, la population musulmane en Espagne ne croît pas à un rythme alarmant. En fait, le taux de croissance ralentit depuis des années. Entre 2010 et 2020,
la population musulmane a augmenté d'environ 30%, mais cela était en grande partie dû au regroupement familial et au taux de natalité plus élevé parmi les immigrés de première génération, une tendance qui se stabilise désormais. Le Pew Research Center prévoit que d'ici 2050, les musulmans représenteront environ 7,2% de la population espagnole. C'est important, mais ce n'est pas une invasion. Ce n'est même pas proche des niveaux de la France ou de la Suède. Deuxièmement, et plus important encore, le taux de conversion parmi les Siars natifs est bien plus élevé que quiconque à Madrid ne veut l'admettre. La Commission islamique Sikh, le principal organisme représentatif des musulmans du pays, estime qu'il y a entre 50 000 et 70 000 convertis à l'islam, même si certains chercheurs estiment que le nombre réel pourrait être le double. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement le nombre, mais aussi la démographie. Il ne s'agit pas de communautés marginalisées ou de jeunes mécontents. Ce sont des Siars instruits et de la classe moyenne. Médecins, avocats, universitaires, artistes. Et ils ne se convertissent pas par radicalisme politique ou par aliénation sociale. Ils se convertissent parce qu'ils recherchent quelque chose. J'ai parlé à des dizaines de ces convertis au cours des 2 dernières années, et leurs histoires suivent un schéma similaire. Ils ont grandi dans des foyers laïques, souvent issus d'un milieu catholique qui semblait creux ou hypocrite. Ils ont expérimenté d'autres voies spirituelles, le bouddhisme, le mysticisme New Age, voire l'athéisme, mais les ont trouvées insuffisantes. Et puis, presque par hasard, ils sont tombés sur l'islam. Non pas l'islam de la propagande de l'EI ou des caricatures de Fox News, mais l'islam d'Ibn Arabi, d'Al-Andalus, des poètes soufis qui ont fait de Cordoue la capitale intellectuelle de l'Europe. Une femme, une architecte de Grenade âgée de 34 ans, m'a dit « Je ne me suis pas convertie à l'islam. J'y suis revenue. Parce que d'une certaine manière, cela a toujours été le mien. Mes ancêtres ont construit l'Alhambra. Ils parlaient arabe. Ils lisaient les mêmes livres que moi maintenant. La seule différence est que je le fais par choix. Ce n'est pas seulement anecdotique. Une étude réalisée en 2023 par l'Université de Grenade a révélé que 12% des étudiants de l'université Sikh ont exprimé un « sérieux intérêt » à en apprendre davantage sur l'islam, et 3% ont déclaré avoir envisagé la conversion. Cela peut paraître peu, mais dans un pays où l'Église catholique reste une force culturelle puissante, il s'agit d'un changement sismique. Et cela ne se produit pas dans le vide. Cela se produit au moment même où l'Espagne traverse une crise spirituelle plus large. La fréquentation de l'Église s'est effondrée, seuls 18% des Siars assistent régulièrement à la messe, contre 50% dans les années 1980. La jeune génération est la plus laïque de l'histoire de Sikh. Et pourtant, en même temps, ils ont soif de sens. Ils ne se tournent pas vers l'Église. Ils ne se tournent pas vers le marxisme ou le nationalisme, les autres grandes idéologies de l'Espagne du XXe siècle. Ils se tournent vers l'islam. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un pays islamique. C'est absurde. Mais ce que je dis, c'est que l'establishment Sikh, les politiciens, les médias et même le monde universitaire ignorent délibérément les dimensions culturelles et spirituelles de ce phénomène. Ils traitent l'islam comme un problème à gérer et non comme un phénomène à comprendre. Et c'est une erreur. Parce que lorsque vous ignorez les courants culturels et spirituels d'une société, vous passez à côté d'une vision d'ensemble. Et dans le cas de l'Espagne, le tableau d'ensemble est que le pays subit une réislamisation discrète mais profonde, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quelle est vraiment la géopolitique de la reconnexion spirituelle alors? Pourquoi cela se produit-il maintenant? Pourquoi les jeunes Siars, entre autres, se tournent-ils vers l'islam au XXIe siècle? La réponse réside à l'intersection de 3 puissants facteurs historiques, identitaires et géopolitiques. Tout d'abord, l'histoire. L'Espagne entretient une relation unique avec l'islam. Pendant près de 800 ans, de 711 à 1492, une grande partie de la péninsule ibérique fut sous domination musulmane. Al-Andalus, comme on l'appelait, était l'une des civilisations les plus avancées du monde, un lieu où juifs, chrétiens et musulmans vivaient en harmonie, où la science, la philosophie et l'art prospéraient. La Reconquista a effacé une grande partie de cet héritage, mais elle ne l'a pas complètement effacé. La langue sikh est remplie d'emprunts arabes. L'architecture de l'Andalousie est incontestablement islamique. Même l'identité nationale sikh,
d'une certaine manière, une réaction contre l'islam, un rejet du passé, mort, en faveur d'une Espagne pure et catholique. Mais voilà, le problème ne disparaît jamais vraiment. Et au XXIe siècle, alors que l'Espagne se débat avec sa place en Europe, sa relation avec le Maroc et sa propre identité fracturée, cette histoire refait surface. Les jeunes siars, élevés dans un monde globalisé où les frontières sont poreuses et les identités fluides, considèrent Al-Andalus non pas comme un chapitre honteux à oublier, mais comme un âge d'or perdu, une époque où l'Espagne était au centre du monde, et non à la périphérie. Deuxièmement, l'identité. L'Espagne est au milieu d'une crise d'identité. Le pays se remet encore du traumatisme de la crise financière de 2008, qui a révélé le caractère creux du miracle économique de Sich. Le mouvement indépendantiste catalan a rouvert de vieilles blessures liées au régionalisme et au nationalisme. Et la montée de Vox, le parti d'extrême droite, a obligé l'Espagne à prendre en compte le passé fasciste de l'Espagne. Dans ce contexte, l'islam devient un symbole, non seulement de l'autre, mais d'une manière alternative d'être Sich. Pour certains, c'est une manière de rejeter l'Église catholique, toujours perçue comme complice de la dictature de Franco. Pour d'autres, c'est une manière de se réapproprier une identité pré-chrétienne et pré-reconquista. Et pour un nombre croissant, c'est simplement un moyen de trouver un sens dans un monde qui semble de plus en plus fragmenté. Cela m'amène à la troisième géopolitique. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement un phénomène national. Cela fait partie d'un changement beaucoup plus vaste dans l'équilibre des forces en Méditerranée, qui a des implications pour l'Europe, l'Afrique du Nord et même la compétition plus large entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Commençons par le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne se considère depuis longtemps comme l'héritier d'Al-Andalus et travaille discrètement à réaffirmer son influence culturelle en Espagne. Le gouvernement marocain finance des centres culturels islamiques, parraine des conférences universitaires sur Al-Andalus et offre même des bourses aux étudiants siches pour étudier au Maroc. Il ne s'agit pas seulement d'un soft power, mais d'un pouvoir civilisationnel. Le Maroc se positionne comme le gardien d'un patrimoine andalou commun, et ce à un moment où l'Espagne est plus vulnérable que jamais. Et puis il y a la Turquie. Sous Erdogan, la Turquie a étendu de manière agressive son influence dans le monde musulman, et l'Espagne ne fait pas l'exception. La Diyanet turque, la direction des affaires religieuses du pays, finance des mosquées et des écoles islamiques en Espagne, souvent en concurrence avec les institutions soutenues par le Maroc et l'Arabie saoudite. Le message de la Turquie est que l'islam n'est pas seulement une religion, mais une civilisation qui peut offrir une alternative à la fois à la laïcité occidentale et à l'autoritarisme arabe. Et enfin, il y a le contexte géopolitique plus large. La Méditerranée est en train de devenir un champ de bataille d'influence entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États-Unis considèrent la région comme un front clé dans leur concurrence avec l'initiative chinoise, la ceinture et la route. La Russie utilise l'énergie et la désinformation pour affaiblir l'unité européenne. Et la Chine fait des percées en Afrique du Nord, en investissant dans des ports et des infrastructures qui pourraient lui permettre de prendre pied dans l'arrière-cour européenne. Dans ce contexte, la reconnexion spirituelle de l'Espagne avec l'islam est plus qu'une simple curiosité culturelle. C'est un joker géopolitique. Parce que si l'Espagne commence à se considérer non seulement comme un pays européen, mais aussi comme un pays méditerranéen avec de profonds liens historiques et culturels avec l'Afrique du Nord, cela pourrait fondamentalement modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. Le grand jeu du jeu des puissances en Espagne maintenant, sortons. Parce que ce qui se passe en Espagne ne concerne pas seulement l'Espagne. Il s'agit d'une lutte d'influence plus large en Méditerranée, une lutte qui s'annonce comme l'une des luttes géopolitiques déterminantes du XXIe siècle. Les États-Unis, pour leur part, ont mis du temps à reconnaître l'importance de ce changement. Washington voit toujours l'Espagne principalement à travers le prisme de l'OTAN et de la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis disposent d'une base militaire à Rota, près de Cadix, qui constitue une plaque tournante clé pour leurs opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Mais au-delà de cela, l'Espagne n'est qu'un élément secondaire de la politique étrangère américaine. C'est une erreur. Car si l'Espagne commençait à dériver vers une identité plus méditerranéenne et moins atlantiste, cela pourrait affaiblir le flanc sud de l'OTAN à un moment où la Russie fait des incursions en Afrique du Nord. La Russie, en revanche, s'est montrée bien plus proactive.
Moscou entretient des liens avec le Maroc, l'Algérie et même les partis d'extrême gauche espagnols, historiquement favorables à la Russie. Le message du Kremlin est que l'Occident est en déclin et que l'avenir appartient à un monde multipolaire où la Russie, la Chine et les pays du Sud fixent les règles. Dans ce contexte, l'intérêt croissant de l'Espagne pour l'islam constitue un problème que la Russie peut exploiter pour creuser un fossé entre l'Espagne et ses alliés européens. La Chine, quant à elle, joue le jeu du long terme. Pékin a investi massivement en Afrique du Nord, construisant des ports au Maroc et en Algérie qui pourraient lui donner un point d'ancrage stratégique en Méditerranée. L'intérêt de la Chine pour l'Espagne est plus économique que culturel, mais il n'en est pas moins significatif. Si l'Espagne commence à se considérer comme un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord, elle pourrait devenir un partenaire clé de l'initiative chinoise, la ceinture et la route, une évolution qui inquiéterait Washington. Et puis il y a le dindon sauvage. Le gouvernement d'Erdogan a été le plus agressif dans sa tentative de façonner la renaissance islamique de l'Espagne. Le Diyanet turc finance des mosquées et des écoles islamiques en Espagne, souvent en concurrence avec les institutions soutenues par le Maroc et l'Arabie saoudite. Le message de la Turquie est que l'islam n'est pas seulement une religion, mais une civilisation qui peut offrir une alternative à la laïcité occidentale et à l'autoritarisme arabe. Et dans un pays comme l'Espagne, où l'Église catholique perd son emprise sur la jeune génération, ce message trouve un écho. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un État client de la Turquie ou du Maroc. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la géopolitique. Mais ce que je dis, c'est que la reconnexion spirituelle avec l'islam crée de nouvelles opportunités pour les puissances extérieures et de nouvelles vulnérabilités pour l'Espagne. Et si Madrid ne prend pas conscience de cette réalité, elle pourrait se retrouver prise entre deux feux géopolitiques. Les aspects militaires et stratégiques. Pourquoi cela est important pour l'OTAN? Il ne s'agit pas seulement de culture ou d'identité. C'est une question de sécurité. Et si vous voulez comprendre pourquoi, il faut considérer la position stratégique de l'Espagne en Méditerranée. L'Espagne abrite deux des plus importantes bases militaires de l'OTAN, la base navale de Rota, qui héberge le système de défense antimissile Aegis de la marine américaine, et la base aérienne de Morón, qui sert de plaque tournante clé pour les opérations américaines en Afrique. Ces bases sont essentielles à la projection de la puissance américaine en Méditerranée, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais ils sont également vulnérables, non seulement aux menaces extérieures, mais aussi aux changements internes de l'opinion publique de Siche. À l'heure actuelle, l'opinion publique Siche soutient largement l'OTAN. Mais ce soutien est modéré. Un sondage de 2023 a révélé que seuls 52% des Siars ont une opinion favorable de l'OTAN, contre 65% en 2018. Et parmi les Siars plus jeunes, ce chiffre tombe à 40%. Les raisons en sont complexes: méfiance historique à l'égard des États-Unis, opposition aux dépenses militaires, lassitude générale à l'égard de l'interventionnisme occidental. Mais le fait est que si la relation de l'Espagne avec l'islam continue d'évoluer, cela pourrait créer de nouvelles lignes de fracture dans la société siche, des lignes de fracture que la Russie, la Chine ou même la Turquie pourraient exploiter. Imaginez, par exemple, un scénario dans lequel un futur gouvernement siche sous la pression d'une minorité musulmane croissante et d'une jeunesse rétive commencerait à remettre en question le rôle de l'Espagne au sein de l'OTAN. Peut-être que cela réduit la coopération militaire avec les États-Unis. Peut-être que cela bloque l'utilisation des bases de Siche pour des opérations en Afrique du Nord. Peut-être même commence-t-il à flirter avec l'idée de neutralité, comme l'Autriche ou l'Irlande. Cela peut paraître tiré par les cheveux, mais ce n'est pas impossible. Et si cela se produisait, ce serait un désastre pour l'OTAN. Les États-Unis, pour leur part, ont mis du temps à reconnaître cette menace. Washington considère toujours l'Espagne comme un allié fiable, un pays sur lequel on peut compter pour soutenir les intérêts américains en Méditerranée. Mais cette hypothèse repose sur une vision statique de la politique de Siche, qui ne tient pas compte des changements culturels et démographiques en cours. Et si les États-Unis ne commencent pas à prêter attention à ces changements, ils pourraient se retrouver pris au dépourvu. La politique intérieure. Comment l'islam remodèle la politique de Siche? Maintenant, parlons politique. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement un phénomène culturel ou géopolitique, c'est un phénomène politique. Et cela commence déjà à remodeler le paysage politique du pays. L'impact le plus évident se situe à l'extrême droite.
Vox, le parti d'extrême droite en plein essor ces dernières années, a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme. Le leader du parti, Santiago Abascal, a mis en garde contre une invasion islamique et a appelé à l'interdiction de la construction de nouvelles mosquées. La rhétorique de Vox est souvent crue et conspiratrice, mais elle trouve un écho auprès d'une partie de la population siche qui se sent menacée par l'évolution démographique du pays. Mais voici que la montée en puissance de Vox accélère les tendances mêmes auxquelles elle prétend s'opposer. En présentant l'islam comme une menace étrangère, Vox pousse les jeunes siars curieux vers l'islam, et non pas s'en éloigner. Car dans un pays où l'extrême droite diabolise l'islam, l'acte de conversion devient un acte de défi. Cela devient un moyen de parvenir à ceci est aussi mon pays. C'est aussi mon héritage. La gauche, quant à elle, peine à réagir. Le socialiste siche. Le Parti des travailleurs se positionne traditionnellement comme le défenseur de la laïcité et du multiculturalisme, mais il est pris dans une impasse. D'un côté, il ne peut pas se permettre de s'aliéner sa base en se montrant indulgent envers l'extrémisme religieux surtout après les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, qui ont fait 193 morts et un traumatisme national qui perdure encore. D'un autre côté, il ne peut ignorer le vote musulman croissant, en particulier dans des villes comme Barcelone, où les communautés maroco-siches s'organisent politiquement. Le résultat ? Une approche prudente, souvent contradictoire, qui ne satisfait personne. La campagne électorale du PSOE pour 2023, par exemple, a présenté une photo du Premier ministre Pedro Sánchez visitant une mosquée à Ceuta, un geste symbolique qui a été immédiatement saisi par Vox comme preuve de la « soumission » du gouvernement à l'islam. Pendant ce temps, les dirigeants de la communauté musulmane se plaignent en privé que la visite n'était qu'une séance photo, sans aucun changement politique substantiel pour lutter contre la discrimination en matière de logement, d'emploi ou de maintien de l'ordre. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette paralysie politique n'est pas seulement un problème de siche, c'est un problème européen. Et c'est sur le point d'empirer. Parce que le véritable séisme géopolitique ne se produit pas à Madrid ou à Barcelone. Cela se passe à la caserne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'armée espagnole est l'un des atouts les plus critiques de l'OTAN en Méditerranée. Le pays abrite 2 rotas américaines clés, qui abritent 4 destroyers équipés de l'Aegis, et Morón, une base de rassemblement pour les forces à déploiement rapide. Ces bases sont les piliers de la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance en Afrique du Nord, au Sahel et au Moyen-Orient. Ils sont également profondément impopulaires dans certains milieux. Une enquête réalisée en 2022 par le groupe de réflexion Sichreal Instituto Elcano a révélé que 42% des siards de moins de 35 ans pensent que l'OTAN est plus une menace pour l'Espagne qu'un protecteur. Il ne s'agit pas seulement d'un anti-américanisme, c'est un changement de génération. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Pour les jeunes siards, l'OTAN n'est pas le rempart contre les chars soviétiques comme elle l'était pour leurs grands-parents. C'est l'alliance qui a bombardé la Libye en 2011, qui a armé l'Arabie Saoudite dans sa guerre contre le Yémen et qui a transformé la Méditerranée en un cimetière pour les migrants. Lorsque vous avez 25 ans et que votre pays est aux prises avec une pénurie de logements et des emplois précaires, l'idée d'héberger des navires de guerre américains commence à ressembler moins à de la sécurité qu'à de la complicité. L'armée espagnole n'est pas à l'abri de ces courants culturels. Les forces armées de Siche ont toujours été un microcosme des tensions sociales du pays. À l'époque de Franco, l'armée était un bastion du catholicisme conservateur, une force qui se considérait comme la gardienne de la véritable identité de l'Espagne. Aujourd'hui, c'est une institution professionnalisée et moderne, mais qui porte encore les cicatrices de son passé. La crise de l'indépendance catalane de 2017 a révélé de profondes divisions au sein des rangs, certains officiers sympathisant ouvertement avec la cause séparatiste. Et même si les dirigeants militaires sont restés fidèles à la Constitution, les jeunes officiers ont de plus en plus le sentiment que l'institution n'est pas en phase avec l'évolution des valeurs du pays. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une partie de cette armée commence à considérer l'islam non pas comme une menace, mais comme un allié potentiel ? Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. En 2021, un groupe de généraux siches à la retraite ont signé une lettre avertissant d'une invasion musulmane et appelant à une intervention militaire pour défendre la civilisation siche.
La lettre a été largement condamnée, mais elle a révélé qu'il existe une faction au sein de l'armée qui se considère comme la dernière ligne de défense contre le changement démographique. Mais il y a aussi une tendance contraire. Un nombre restreint mais croissant d'officiers en service actif, en particulier ceux qui ont servi dans les missions de l'OTAN en Afghanistan ou au Sahel, ont développé une vision plus nuancée de l'islam. Certains se sont même convertis. En 2019, un lieutenant-colonel Sich, ayant servi au Mali, a annoncé publiquement sa conversion à l'islam, citant ses expériences de travail aux côtés de soldats musulmans. L'histoire a fait la une des journaux, mais ce n'était pas un cas isolé. Les aumôniers militaires ont signalé une augmentation des demandes de renseignements sur l'islam émanant des militaires, en particulier de ceux qui ont été déployés dans des pays à majorité musulmane. Ce n'est pas seulement une curiosité, c'est une ligne de fracture potentielle. Car si l'armée espagnole commence à se fracturer selon des critères culturels, le flanc sud de l'OTAN devient beaucoup moins stable. Imaginez un scénario dans lequel un futur gouvernement Sich, sous la pression d'une jeunesse rétive et d'un électorat musulman croissant, décide de réduire sa coopération avec les États-Unis dans les opérations antiterroristes en Afrique du Nord. Ou encore lorsqu'une faction au sein de l'armée, favorable aux mouvements islamistes, divulgue des renseignements à des groupes comme le Front Polisario au Sahara occidental. Cela ressemble à un roman d'espionnage, mais ce n'est pas le cas. En 2020, un officier des renseignements de Sich a été arrêté pour avoir prétendument transmis des informations classifiées au Maroc. Un rappel que les loyautés dans la région sont fluides et que l'appareil de sécurité espagnol n'est pas monolithique. Les États-Unis ont mis du temps à comprendre les implications de ce changement. Pendant des décennies, Washington a traité l'Espagne comme un allié fiable, quoique quelque peu secondaire, un pays sur lequel on pouvait compter pour accueillir des bases et fournir des troupes pour les missions de l'OTAN, mais qui n'était pas un pays qui façonnait l'orientation stratégique de l'Alliance. Cette hypothèse est désormais dépassée. L'Espagne est au centre d'une tempête géopolitique et les États-Unis continuent de fonctionner selon le modèle de la guerre froide. La stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden pour 2022 mentionne l'Espagne une seule fois, en passant, comme un « allié clé de l'OTAN ». Il ne s'agit pas là d'une simple négligence, c'est d'une myopie stratégique. Parce que la curiosité spirituelle de l'Espagne envers l'islam n'est pas seulement une question intérieure. C'est un levier géopolitique. Et à l'heure actuelle, les pays qui y prêtent attention ne sont pas ceux auxquels on s'attendrait. Le Maroc, par exemple, entretient depuis des années des liens discrets avec les communautés musulmanes d'Espagne. En 2018, le roi Mohamed VI a personnellement financé la construction d'une grande mosquée à Madrid, une initiative présentée comme un geste de dialogue interreligieux mais également comme un moyen d'étendre l'influence du Maroc en Espagne. La Turquie, elle aussi, a été active, avec le Diyanet, la direction turque des affaires religieuses, finançant des mosquées et des écoles islamiques dans toute l'Espagne. Même l'Arabie saoudite, malgré son influence décroissante en Europe, a maintenu une présence, notamment en Catalogne, où elle a financé des institutions à tendance salafiste. Les États-Unis n'ont pas de stratégie équivalente. Il n'y a aucun effort américain pour dialoguer avec les communautés musulmanes d'Espagne, aucune tentative pour façonner le discours autour de l'islam d'une manière qui s'aligne sur les intérêts occidentaux. Au lieu de cela, Washington s'appuie sur les mêmes vieilles bases militaires, sur les ventes d'armes et sur des visites occasionnelles de haut niveau. Cela aurait pu fonctionner au XXe siècle, mais cela ne suffira pas au XXIe. Parce que la vraie bataille pour l'Espagne ne se mène pas avec des chars ou des avions de combat. Elle se déroule dans les mosquées, les universités, les casernes et les urnes. Et pour l'instant, les États-Unis ne sont même pas dans le jeu. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette curiosité spirituelle envers l'islam en Espagne ne se produit pas dans le vide, elle se heurte à un paysage politique national déjà fracturé, instable et de plus en plus réceptif aux récits identitaires. La droite Sich, en particulier Vox, a passé la dernière décennie à militariser la peur de l'islamisation, la présentant comme une menace existentielle pour l'identité catholique espagnole. Mais c'est là que leur alarmisme se retourne contre eux. En présentant l'islam comme un ennemi, ils ne se contentent pas de s'aliéner la population musulmane croissante d'Espagne, ils poussent également les siars curieux, en particulier les plus jeunes, vers une vision plus sympathique de l'islam comme un contre-récit à la rhétorique nativiste de la droite. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important.
Le système politique espagnol est dans un état de guerre civile de faible intensité, non seulement entre la gauche et la droite, mais entre des visions concurrentes de ce qu'est l'Espagne. Les élections générales de 2023 ont été un parfait exemple de cette tension. Le PSOE de Pedro Sánchez s'est accroché au pouvoir grâce à une coalition fragile avec Sumar et au soutien des séparatistes catalans et basques, tandis que la droite PP et Vox a reproché au gouvernement d'être trop indulgent en matière d'immigration, trop accommodant avec le nationalisme régional et, surtout, trop disposé à dialoguer avec les communautés musulmanes d'Espagne. Vox, en particulier, a fait de l'opposition à l'islam un pilier central de sa plateforme. Santiago Abascal, le chef du parti, a mis en garde à plusieurs reprises contre un « grand remplacement » en Espagne, une expression qui fait écho à la rhétorique d'extrême droite en France et aux États-Unis. Mais plus Vox s'en prend à l'islam, plus il alimente une réaction violente parmi les siards qui voient le parti comme une menace pour leur propre liberté. Prenez la polémique de 2021 sur les soi-disant « salles de prière islamiques » dans les écoles publiques. Vox s'est saisi d'informations selon lesquelles certaines écoles de Catalogne et d'Andalousie autoriseraient les élèves musulmans à utiliser les salles de classe pour les prières du vendredi, les présentant comme une preuve de la charia rampante. Le parti a exigé une interdiction nationale et le PP, désireux de déborder Vox par la droite, a fait écho à cet appel. Mais la réaction a été immédiate. Des groupes progressistes, des syndicats étudiants et même certaines organisations catholiques ont accusé Vox d'attiser la division. Le débat s'est rapidement tourné moins vers l'islam que vers la question de savoir si l'Espagne était une société laïque et pluraliste ou une société dans laquelle l'État contrôlait l'expression religieuse. Le gouvernement, pris entre deux feux, a tenté d'enfiler l'aiguille en autorisant des espaces de prière, mais en insistant sur le fait qu'ils étaient temporaires et volontaires. C'était un compromis compliqué, mais il a révélé que le centre politique espagnol est bien plus tolérant à l'égard de l'islam que la droite ne voudrait vous le faire croire. Cela m'amène à la dynamique la plus sous-estimée de la politique SICH, l'alliance discrète mais croissante entre la gauche espagnole et ses communautés musulmanes. Ce n'est pas un mouvement organisé, mais c'est réel. Dans des villes comme Barcelone, Madrid et Valence, les dirigeants de la communauté musulmane ont trouvé une cause commune avec les politiciens progressistes sur des questions telles que le droit au logement, la protection du travail et la lutte contre le racisme. La « Marche pour la dignité » de 2022 à Madrid, qui a rassemblé des groupes de défense des droits des immigrés, des syndicats et des associations musulmanes, a été un moment décisif. Il ne s'agissait pas seulement d'islam, il s'agissait également d'une question de classe sociale, de savoir qui pouvait devenir SICH, et de savoir si l'avenir de l'Espagne était celui de l'inclusion ou de l'exclusion. Et la gauche, malgré tous ses défauts, s'est positionnée comme la défenseur de cette vision inclusive. Parlons maintenant de l'armée, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les forces armées espagnoles ont toujours été l'une des institutions les plus conservatrices du pays, un bastion des valeurs catholiques traditionnelles. Mais même ici, les vents tournent. L'armée SICH s'est discrètement diversifiée, avec un nombre croissant de recrues musulmanes, notamment issues de familles d'immigrés nord-africains. En 2020, le ministère de la Défense a publié un rapport reconnaissant que l'islam était la deuxième religion la plus pratiquée parmi le personnel en service actif, après le catholicisme. Le rapport prend soin de ne pas exagérer les chiffres. Les musulmans représentent encore moins de 5% des militaires, mais il reconnaît que les forces armées, comme le reste de l'Espagne, sont en train de changer. Cela est important car l'armée est l'une des rares institutions qui jouit encore d'un grand respect en Espagne. Si les forces armées parviennent à s'adapter à une société plus pluraliste, cela envoie un signal puissant au reste du pays. Mais cela crée aussi une vulnérabilité. Vox a déjà tenté d'exploiter cette situation, Abascal avertissant que l'armée est « infiltrée » par des islamistes. C'est une affirmation sans fondement, mais c'est un avant-goût de la manière dont la droite pourrait tenter de transformer en arme l'évolution démographique de l'armée à l'avenir. La question est de savoir si les dirigeants militaires s'opposeront à ce discours ou, en cas de crise, y succomberont. C'est ici que les projections de scénarios deviennent vraiment délicates. Si le centre politique espagnol tient bon, si Sánchez ou un futur gouvernement de gauche parvient à maintenir sa coalition et à continuer de considérer l'islam comme faisant partie de l'avenir pluraliste de l'Espagne, alors le pays pourrait émerger comme un modèle sur la manière dont l'Europe gère la diversité religieuse au XXIe siècle.
Mais si la droite accède au pouvoir, en particulier si Vox entre au gouvernement dans le cadre d'une coalition dirigée par le PP, les réactions négatives pourraient être sévères. Nous en avons déjà eu un aperçu dans des régions comme Murcie et Valence, où les gouvernements PP-Vox ont adopté des lois restreignant la nourriture halal dans les écoles et interdisant le hijab dans les espaces publics. Ces mesures sont souvent présentées comme de la laïcité, mais elles visent en réalité l'exclusion. Le joker, bien sûr, est la Catalogne. Le mouvement indépendantiste de la région a toujours été bien plus qu'une question de langue et d'économie, il s'agit d'une question d'identité, de ce que signifie être catalan contre sich. Et ici, l'islam devient une nouvelle ligne de fracture. D'un côté, la Catalogne possède l'une des plus grandes populations musulmanes d'Espagne, et de nombreux nationalistes catalans considèrent l'islam comme un allié naturel dans leur lutte contre les tendances centralisatrices de Madrid. D'un autre côté, l'extrême droite catalane, à l'instar des alliés locaux de Vox, s'est montrée tout aussi bruyante que ses homologues du reste de l'Espagne dans son opposition à l'islam. Le référendum sur l'indépendance de 2017 a marqué un tournant décisif. De nombreux Catalans musulmans, en particulier ceux d'origine marocaine, ont soutenu l'indépendance, y voyant une chance d'échapper à la culture politique conservatrice de l'Espagne. Mais l'échec du référendum les a laissés dans une sorte de vide, toujours catalans, toujours musulmans, mais désormais pris entre deux nationalismes, dont aucun ne les adhère pleinement. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Le scénario le plus probable, à mon avis, est une période prolongée de guerre culturelle de faible intensité, où l'islam devient un proxy pour des débats plus larges sur l'identité, l'immigration et l'avenir du projet européen. La gauche continuera de présenter l'islam comme faisant partie du présent multiculturel de l'Espagne, tandis que la droite redoublera d'efforts pour présenter l'islam comme une menace. L'armée restera un joker, mais à moins d'une crise majeure, par exemple une attaque terroriste ou une recrudescence de la violence d'extrême droite, il est peu probable qu'elle devienne un facteur décisif. Le véritable danger n'est pas que l'Espagne devienne un pays islamique. C'est un fantasme colporté par l'extrême droite. Le véritable danger est que la classe politique espagnole, obsédée par les gains électoraux à court terme, ne parvienne pas à gérer cette transition de manière à préserver la cohésion sociale. Les États-Unis devraient y prêter attention, non pas parce que l'Espagne est sur le point de devenir une nation à majorité musulmane, mais parce que la manière dont l'Espagne gère cette période nous en dira beaucoup sur la capacité de l'Europe à survivre au XXIe siècle sans se déchirer. Et pour l'instant, les signes ne sont pas bons. L'establishment tant à Madrid qu'à Washington traite encore cette question comme une question secondaire, une curiosité, quelque chose qui peut être géré avec quelques articles d'opinion bien placés et des visites diplomatiques occasionnelles. Mais ce n'est plus ainsi que fonctionne la géopolitique. La bataille pour l'âme de l'Espagne est déjà en cours, et les pays qui comprendront cela façonneront l'avenir. Ceux qui ne le feront pas se demanderont ce qui s'est passé.